Peut-être que vous aussi, avec le développement qu'a connu la téléconsultation ces dernières années, vous vous êtes demandé si proposer du suivi à distance pouvait être une bonne alternative ou un complément à la consultation en cabinet. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vous présente les 4 étapes pour vous lancer dans des téléconsultations et du suivi à distance. Parce que c'est vrai que même si cette nouvelle forme de consultation est de plus en plus répandue, c'est encore une pratique qui interroge pas mal les professionnels de santé. Comment, par exemple, développer une patientèle à distance? Comment mener ma téléconsultation pour que ça se déroule aussi bien qu'en cabinet? Quels outils utiliser? On a donc décidé de partager avec vous nos astuces pour que vous puissiez vous sentir suffisamment en confiance pour passer à l'action, démarrer sereinement la téléconsultation et aussi démarcher d'autres professionnels de santé ou des futurs patients en faisant une vraie valeur ajoutée. Moi, je suis Marion Baudin, diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, un outil de suivi nutritionnel pour les diététiciens. Je pratique la téléconsultation depuis une douzaine d'années et je vois vraiment dans le suivi à distance une manière différente d'apporter du soin, mais avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité, évidemment, que des actes classiques. J'ai d'ailleurs préparé un guide pratique autour du suivi à distance. Vous y retrouverez vraiment mes conseils pratiques pour proposer des téléconsultations efficaces, les outils à utiliser, tout ce qu'il faut mettre en place autour de la téléconsultation en ligne pour faciliter le suivi du patient. Ce guide, il est gratuit, il est à télécharger dans la description du podcast. Mais on démarre donc cet épisode où je vous donne les 4 étapes incontournables pour vous lancer dans le suivi à distance. La première étape, qui est pour moi indispensable, c'est d'être convaincu de la qualité d'un suivi à distance. On avait déjà abordé le sujet de la téléconsultation dans un épisode précédent. C'était avant le premier confinement et Élise, qui n'avait jamais fait de téléconsultation, me demandait quelques conseils. Donc, ce sur quoi on avait particulièrement insisté dans ce podcast, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, c'était sur l'importance d'être convaincu de la qualité du suivi à distance. Ce ne sont pas des sous-consultations. La téléconsultation, elle est tout aussi adaptée à l'accompagnement diététique. Moi, j'en suis convaincue pour l'avoir expérimenté pendant de nombreuses années. On en a aussi beaucoup parlé avec des collègues diététiciens, diététiciennes pendant le confinement. Pour moi, c'est aussi efficace qu'une consultation en cabinet. Bien sûr, ça demande quelques prérequis. Ça demande aussi d'adapter certainement sa façon d'exercer, mais on peut très bien obtenir la même qualité de soins. Alors, il y a des nombreux avantages à la téléconsultation pour le patient. C'est un gain de temps déjà, parce qu'il n'y a pas de déplacement à prévoir. C'est un gain financier, il n'y a pas de frais de déplacement, de parking, de bus. Ça lui offre un certain confort aussi, le fait d'être à domicile dans son environnement familier. D'ailleurs, moi j'observe que ça permet à certains patients qui n'auraient pas franchi le cap d'aller consulter une diététicienne en cabinet, de se lancer. C'est vrai que pour ceux qui se sentent mal à l'aise à l'idée d'être pesés, d'avoir une prise de mesure, ce qui est souvent associé à la consultation diététique, ça permet d'envisager autre chose, une autre forme de suivi. Ça ouvre donc la porte à des patients qui se sentent plus à l'aise pour faire ça via le biais d'une téléconsultation. Moi, je rencontre pas mal de patients qui ont une relation troublée à l'alimentation, des TCA, une relation compliquée avec leur corps. Et je pense que ça peut être une première étape, même si parfois ça nécessite ensuite des rencontres en physique. C'est parfois une première étape, un premier pas pour ces patients-là. Je trouve qu'il y a une grande facilité aussi de parole par écran interposé. Pour moi, c'est l'un des grands avantages de la téléconsultation. Je me souviens quand j'ai commencé à exercer, on proposait des consultations par téléphone. Ça me semblait un peu dingue en fait. Je me suis dit, je pense que je ne vais pas faire ça longtemps. Je vais tester, on va voir. Et en fait, j'étais assez surprise. Très rapidement, au bout des premières consultations, je me rappelle avoir eu vraiment avoir fait ce constat-là, de me dire que finalement, la consultation par téléphone, ça donnait des échanges qui pouvaient être de très bonne qualité. J'étais surprise par la nature des échanges et en fait, je pense que par le téléphone comme via la téléconsultation, parfois le patient finalement va plus se confier. Il y a un certain effet désinhibiteur de l'écran qui font que certains patients vont aller peut-être plus loin, vont oser aborder certaines choses, vont approfondir certains sujets qu'ils n'auraient pas abordés lors de la première consultation en tout cas.
Donc je pense que la distance finalement imposée par l'écran, ça peut être vraiment un atout pour que le patient il se livre plus facilement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'observe avec mon suivi diète aussi, le fait que les patients, des fois, ils vont confier des choses plus intimes dans l'application, dans leur journal de bord. Ils savent bien sûr que j'y ai accès, mais des fois, voilà, ça permet d'aller plus loin par écrit. Ils se confient plus. Je me souviens avoir découvert dans le journal d'un patient qu'il consommait beaucoup d'alcool, que c'était un vrai souci pour lui et qui s'interrogeait en fait sur cette consommation-là. C'était pas quelque chose qu'il avait abordé en consultation et en fait du coup dès la consultation de suivi, ça nous a permis d'aborder ça voilà de façon plus sereine. Il savait que j'avais peut-être voilà lu ce qu'il avait noté et on a pu aborder ça ensemble. Donc voilà. Parfois, ça permet en tout cas d'aller creuser un peu plus le fait d'utiliser comme ça des outils du type application. Donc souvent, il y a cette crainte de ne pas arriver à avoir une bonne alliance thérapeutique, mais moi je pense que si on est à l'aise avec ce format-là, si on arrive aussi à être particulièrement attentif à la voix, aux intonations, aux attitudes du patient qui est en face de nous, je pense que c'est vraiment pas possible d'avoir une aussi bonne alliance. Donc ça, c'est les avantages côté patient, mais il y a aussi des avantages pour le diététicien. D'abord, ça permet d'agrandir sa zone de patientèle. On peut toucher des personnes partout dans le monde. Quand on est dans une zone où les patients ou les gens n'ont pas le réflexe peut-être d'aller consulter une diététicienne, ça peut permettre, en complément, de s'ouvrir à une autre patientèle. Donc ça, je pense que c'est un des gros avantages de la téléconsultation, c'est vraiment de s'ouvrir finalement à plein d'autres patients. Ça permet évidemment de réduire aussi ses frais, puisqu'il n'y a pas de frais de locaux. C'est parfois une bonne manière de démarrer en libéral quand on a une autre activité, donc en parallèle d'un autre travail, on a un temps partiel en clinique, en restauration collective, ça peut permettre facilement de démarrer des consultations. Et puis, ça permet aussi de proposer une continuité dans le soin, même si le patient est en vacances, en déplacement, il déménage, on peut maintenir cette continuité de soins. Donc je pense que c'est vraiment très important d'être convaincu des avantages de la téléconsultation parce que ça va un peu définir la façon dont vous allez pouvoir mettre ça en avant auprès de vos futurs patients et auprès des professionnels avec qui vous allez travailler. Je me souviens avoir échangé il y a quelques mois avec une diététicienne qui déménageait. Donc elle avait un cabinet en physique et du coup elle déménageait et elle voulait pouvoir continuer les suivis avec ses patients en téléconsultation. Et elle craignait en fait de l'accueil que pouvaient faire les patients face à ça. Et aussi les médecins avec qui elle avait noué des bonnes relations, qui lui envoyaient des patients. Elle savait pas trop comment ça allait être accueilli finalement. Mais en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas forcément convaincue de ce qu'elle allait proposer et que pour elle, c'était plus une solution par défaut. Donc forcément, ça allait pas vraiment convaincre les médecins qui travaillaient avec elle et ses patients. Donc ce que je lui ai proposé, c'est peut-être de faire un mail à ses patients pour mettre ce service-là comme un nouveau service, comme un atout finalement pour eux, en disant que voilà, en plus aujourd'hui de ces consultations, elle proposait un service par téléconsultation, que ça avait tel ou tel avantage, que ça allait permettre peut-être des consultations plus courtes mais plus fréquentes, voilà, de vraiment le présenter à ses patients comme un atout pour eux, que c'était une chose nouvelle qu'elle avait choisi de mettre en place pour améliorer ses suivis. Et ça, c'est important, la façon dont on va le présenter aux patients, si on veut évidemment qu'ils adhèrent à ça, pas le mettre comme le proposer comme une solution par défaut. Je déménage, donc je vous propose les téléconsultations. Il faut vraiment en faire un atout. Et c'est pareil finalement avec les médecins. Ce que je lui disais, c'était peut-être de faire un courrier aux médecins, puisqu'en plus, en parallèle, elle venait de se former à plein de spécialités différentes. Elle avait acquis plein de nouvelles cordes à son arc. Donc je lui dis peut-être fais un courrier au médecin en présentant tes nouvelles spécialités, en disant maintenant je peux prendre en charge telle ou telle pathologie, je me suis formée à telle ou telle chose. Ça peut convenir du coup à de nouveaux patients et en plus je propose un nouveau service de téléconsultation qui va peut-être être plus accessible pour les patients qui sont éloignés géographiquement, qui va permettre d'avoir des rendez-vous plus flexibles, enfin, vraiment à nouveau le proposer comme un atout pour les médecins et leurs patients.
Donc vraiment être convaincu des avantages de la téléconsultation, savoir bien les mettre en avant face aux professionnels de santé et à vos patients, vos futurs patients. Ça va déterminer aussi le prix que vous allez fixer. Moi, par exemple, je ne propose pas des prix moins élevés pour mes téléconsultations parce que j'y passe le même temps et que j'estime que mon patient aura la même qualité de consultation. Donc ça aussi, c'est important de ne pas imaginer la téléconsultation comme une sous-consultation. Donc ça, c'était le premier point, être convaincu de la qualité d'un suivi à distance. La deuxième étape, pour moi, c'est de cibler les bonnes personnes. C'est la deuxième chose que je voulais aborder ici dans ce podcast et c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Comment on fait pour attirer des patients en téléconsultation ? Et la première chose à prendre en compte, je pense, c'est le fait qu'on ne va pas rencontrer les mêmes patients en cabinet et en téléconsultation. Je pense que c'est pas le même public, on va pas rencontrer les mêmes personnes. C'est pour ça que parfois c'est un peu plus difficile de transformer sa patientèle de cabinet en téléconsultation. Je reviens sur l'exemple de cette diététicienne qui voulait justement passer à que de la téléconsultation parce qu'elle déménageait. Il y a des personnes qui vont pas adhérer, qui viennent vraiment pour le contact physique, qui ont eu envie d'une rencontre au cabinet. Donc ça ne pourra pas forcément satisfaire tous les patients qui venaient au cabinet. Mais il faut se dire qu'avec la téléconsultation, ça va être un moyen d'attirer un tout autre public. Donc pour être très concrète, pour moi, le public qui peut être intéressé par de la téléconsultation, ça va être d'abord les personnes qui n'osent pas, je le disais tout à l'heure, qui n'osent pas consulter en cabinet, qui ont eu des mauvaises expériences avec d'autres professionnels de santé, de la grossophobie, qui sont pas à l'aise pour se déplacer au cabinet. Ça va être une porte d'entrée pour ces patients-là. C'est aussi le moyen de toucher les actifs qui ont très peu de temps libre. En général, moi, c'est une grosse partie de ma patientèle, c'est les gens qui ne prendraient pas le temps d'aller voir un diététicien, une diététicienne en cabinet. Ils ont peu de temps et là, la téléconsultation, ça peut leur convenir parce qu'on peut caler des rendez-vous à l'heure du déjeuner, dans la pause de l'après-midi. Le patient peut faire la consultation depuis son bureau. On peut faire ça le soir. Enfin, ça permet des rendez-vous plus flexibles. On peut proposer aussi des consultations plus courtes, mais plus fréquentes. Pour moi, c'est l'un des aussi gros avantages de la téléconsultation, c'est qu'on peut faire des petits points réguliers plus fréquemment. Ça permet aussi de toucher, en tout cas moi c'est aussi un des publics que je rencontre en téléconsultation, ce sont les femmes enceintes, les mamans de jeunes enfants qui pareil limitent leurs déplacements ou n'auraient pas envisagé d'aller voir une diététicienne en cabinet. Et pour autant, c'est souvent des personnes qui sont en recherche de conseils diététiques, que ce soit pour elles, que ce soit pour leurs enfants. Donc ça, je trouve que c'est un public aussi intéressant à toucher en téléconsultation. Et puis, évidemment, il y a aussi les personnes qui sont dans des zones où il n'y aurait pas forcément accès facilement à des diététiciens qui peuvent du coup être intéressés par la téléconsultation. Donc il faut bien identifier le public qui va pouvoir adhérer plus facilement à la téléconsultation pour pouvoir après adapter son discours. Avec Élise, vous le savez, on en a pas mal parlé dans les podcasts précédents, on croit vraiment à la spécialisation, au fait de s'adresser à un public et une patientèle bien ciblée. Là, avec la téléconsultation, il faut avoir conscience qu'on va attirer donc un public bien particulier et du coup bien réfléchir à comment vous allez pouvoir les toucher en priorité. Vous spécialisez par exemple dans l'accompagnement des futures ou jeunes mamans. Donc bien réfléchir à comment vous allez pouvoir vous spécialiser pour cibler des personnes qui vont être particulièrement intéressées par de la téléconsultation. Et puis, comment on va pouvoir attirer cette cible identifiée en consultation ? Et la première chose, c'est d'activer son réseau local. Et c'est souvent oublié, en fait, quand on se lance en téléconsultation. On pense souvent en priorité à sa présence en ligne, qui est certes très importante. Mais pour moi, comme quand on s'installe en cabinet, ce qui marche le mieux, c'est d'aller à la rencontre physique des gens, des professionnels de santé ou aller dans les lieux où pourraient se trouver nos patients cibles. Et d'expliquer évidemment l'intérêt de ce service de téléconsultation. Mais par exemple, aller à la rencontre de sages-femmes dans sa ville pour leur expliquer qu'on propose de la téléconsultation aux jeunes mamans, aux femmes enceintes, et que ça peut être quelque chose qui va particulièrement les intéresser. On peut aussi se déplacer dans les entreprises, proposer des ateliers aux entreprises, ça se fait souvent et c'est très souvent très bien accueilli.
Et ça permet du coup d'aller à la rencontre d'actifs qui potentiellement seront intéressés ensuite par de la téléconsultation. L'autre moyen d'attirer des gens en téléconsultation, c'est aussi de se rapprocher d'autres professionnels qui font de la téléconsultation. Il y a beaucoup de psychologues, par exemple, qui exercent en téléconsultation. Ça peut être intéressant de se rapprocher d'eux pour imaginer des suivis vraiment que à distance et de pouvoir se relayer comme ça des patients et imaginer des suivis plus généraux. Et puis, une fois qu'on a démarché autour de soi, évidemment, il faut réfléchir à sa présence en ligne. Donc, la troisième étape, pour moi, c'est de s'assurer une bonne présence en ligne. Ce qui est indispensable quand on se lance dans la téléconsultation, c'est de 1. Permettre la prise de rendez-vous en ligne pour vos patients et le paiement à distance. C'est indispensable d'avoir un agenda de prise de rendez-vous en ligne et que le patient y puisse facilement réserver un créneau, payer sa téléconsultation et accéder à sa téléconsultation. Nous, c'est ce qu'on propose avec Mon Suivi Diète Plus, mais il existe d'autres plateformes qui proposent ce genre de choses. Il faut ensuite utiliser un outil de visioconférence fiable pour effectuer la consultation vidéo. Il vaut mieux éviter d'utiliser des messageries de type WhatsApp, Messenger, qui, en plus de ne pas être sécurisées, donnent une image pas forcément très professionnelle du coup de la consultation. Donc là aussi, il faut bien penser à l'outil de téléconsultation qu'on va utiliser. Ensuite, il faut s'assurer que toutes les étapes de la téléconsultation, elles vont être claires pour votre patient. Qu'il puisse donc réserver, comme je disais, facilement en ligne, qu'il puisse payer en ligne, qu'il ait une confirmation de rendez-vous, comment il va faire pour démarrer sa téléconsultation. Il faut vraiment que le parcours il soit le plus simple et le plus clair possible pour votre patient. Et puis la dernière chose concernant la présence en ligne, c'est de travailler le référencement de son site web, de son agenda de prise de rendez-vous, d'être vraiment visible sur Internet, donc d'améliorer son référencement. Pour ça, ce qui marche très bien, c'est de rédiger du contenu en ligne pour se faire connaître, pour faire connaître son offre de service à distance, de mettre en avant ses spécialités, ses spécificités et puis tous les avantages du suivi à distance. Enfin, on arrive à la quatrième étape qui est pour moi une étape à peu près similaire finalement à quand on s'installe en cabinet. C'est de bien définir son approche et comment vont se dérouler ces consultations. Définir ce qu'on va proposer à son patient lors de la téléconsultation, quels documents on va pouvoir partager, comment on va travailler avec son patient par écran interposé, comment derrière on va garder le lien avec le patient. Donc ça, c'est important de bien le définir. Il faut savoir qu'en téléconsultation, on peut faire les mêmes choses qu'en cabinet. Peut-être pas de la même façon, mais on peut tout à fait adapter ces outils pour proposer des choses, des exercices en téléconsultation, partager des schémas, des dessins, des réflexions. On peut le faire via écran interposé. Il faut simplement avoir des outils adaptés et bien l'avoir pensé en amont. Donc moi je sais que lors de mes téléconsultations, je partage mon écran par exemple et je partage les mêmes documents que je partagerai en cabinet, des schémas, des dessins. Des fois j'ouvre juste une feuille vierge en fait où on va pouvoir noter des choses, travailler ensemble sur un thème de la même façon finalement que ce que je ferais au cabinet. Et puis, il faut savoir qu'il y a des outils aussi qui peuvent être tout à fait adaptés à la téléconsultation. Je pense aux jeux Ludiconsult d'Élise, qui ont été conçus à la base pour être pour du cabinet. Ce sont des jeux physiques, mais ils ont créé une version téléconsultation que j'ai testée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et qui donc s'adapte tout à fait à la téléconsultation. Donc ça, c'est bien aussi d'identifier comme ça les outils qu'on va pouvoir aussi utiliser en téléconsultation. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. On a vu que les 4 étapes indispensables, c'était 1, d'être convaincu de la qualité d'un suivi à distance. 2, de réfléchir à la cible qui va être intéressée par de la téléconsultation et donc aller cibler vraiment les bonnes personnes. 3, c'était s'assurer évidemment une bonne présence en ligne, bien réfléchir aussi aux outils qu'on va utiliser pour que ce soit facile pour le patient de prendre rendez-vous. Et puis 4, bien définir son approche, ses consultations, adapter ses outils à la téléconsultation pour avoir finalement des téléconsultations qui soient tout aussi
efficace qu'une consultation au cabinet. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai donc créé un guide pratique sur le suivi à distance. Vous retrouverez la description des outils, par exemple, que vous pouvez utiliser en téléconsultation, les recommandations, les prérequis à avoir avant de se lancer, les actions à mettre en place pour obtenir plus de patients en ligne. Voilà, vous retrouvez tout ça dans ce guide pratique à télécharger gratuitement. Le lien est en description de la vidéo. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire avec Élise. Ça nous motive et ça nous pousse à poursuivre, à créer du nouveau contenu sur cette chaîne de podcast. Merci à vous et à bientôt entre deux patients.